De toute l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal est peut-être le pays le plus impacté par les bouleversements écologiques qui affectent nos océans. Soumis à la colère d'une nature qui s'emballe, ce peuple des mers est face à un dilemme. Prendre le large ou résister. Pourquoi mourir en partant chercher du travail ailleurs? Là où il y a de l'eau, du soleil et la force pour travailler, il peut y avoir du développement. Des méandres du Saloum aux rives du lac Rose, armés de leur seul courage, des femmes et des hommes se battent pour protéger leur patrimoine. Ils sont les sentinelles du Sénégal. Posté comme une vigie à l'embouchure du fleuve, battu par les vagues de l'Atlantique, Saint-Louis contemple l'océan et protège sa gloire passée. Le pont Faidherbe, construit à la fin du 19e siècle, témoigne d'une époque où Saint-Louis régnait sur les colonies d'Afrique occidentale. Un comptoir commercial majeur où transitait la gomme arabique avant d'être embarqué pour l'Europe. À l'indépendance en 1960, Dakar est devenue capitale du Sénégal et l'île Saint-Louis s'est lentement assoupie. Il se dégage de cette ville un charme suranné qui doit peut-être moins à son patrimoine architectural qu'aux Saint-Louisiens eux-mêmes. Tu mets de la graisse, de l'huile et tu nettoies. Meïssa Fall a 54 ans. Assisté de son fils Petit Jean, il est le réparateur de cycle de Saint-Louis. Il faut avoir l'amour de nettoyer une bicyclette. Ce qui est important, c'est avoir l'amour de ce que tu fais. C'est pour cela qu'il faut bien les caresser. Et en les caressant, on finit par les aimer. Oui. Il faut aimer ce que tu fais. C'est ça le métier. Oui. Oui. Meïssa Fall est mécanicien, et tellement plus que ça. Wolof et francophone, sculpteur et poète, il est une figure incontournable de Saint-Louis. Je suis échoué dans cette île de Saint-Louis, oui, d'une belle barque, oui, qui est ma mère. Et ce beau capitaine qui est mon père, qui est réparateur de vélos comme son père, et qui m'a transmis ce métier dans cette île de Saint-Louis, où rien m'est entouré durant toute ma vie que les bicyclettes. Les jours où il n'y avait pas d'école, j'étais à l'atelier. Parce que j'étais très troublant et le vieux ne voulait pas que je vais jouer avec les autres pour ne pas faire des dégâts. J'étais à côté de lui. Et après chaque réparation, il me donnait un chiffon, me disait « Mais ça, nettoie-moi cette bicyclette ». Et je nettoyais. Je faisais taf le nettoyage parce que il y avait mes amis qui étaient à côté et je voulais les rejoindre, jouer avec eux. Et je dis « Papa, viens voir, c'est propre ». Il vient, il dit « Regarde la chaîne, le dérailleur, les pignons, les rayons, le moyeu. Toi aussi, Maïssa, mais nettoie-la bien. » J'avais une haine envers l'objet que je nettoyais et je le transformais virtuellement dans ma tête parce que c'est lui qui m'empêchait d'aller jouer avec les autres. Et je le transformais en des oiseaux, des personnages. Et le client se faisait rare parce que moi, quand je répare une mobilette, une bicyclette, je le fais de telle sorte qu'il ne va pas revenir de sitôt. Les jours passaient. Et il y a un adage qui dit « Quand on n'a rien à faire, on fait de l'art ». Et comme j'avais emmagasiné des images dans mon cerveau quand j'étais petit, je me suis dit pourquoi ne pas rapporter ce qui était en moi quand j'étais gamin. Et c'est parti comme ça. Riche d'un stock de pièces datant de 3 générations, Meïssa part vers son atelier de soudure pour y produire une nouvelle œuvre qu'il compte installer en pleine ville. À Saint-Louis, il y a le fleuve, il y a la mer,
il y a les bâtiments, il y a les personnes. Tout m'inspire à Saint-Louis. Le patrimoine de Saint-Louis est menacé parce qu'il y a de l'anarchie, il y a certains qui construisent n'importe comment. Il y a beaucoup de maisons qu'on a abandonnées parce que leurs propriétaires sont maintenant à Dakar. Mais heureusement, il y a des rénovations comme la musée du photo qui est là, bien rénové. Oui, c'est très joli. Je les adore, ces briques rouges. Ils sont faits à Bopuchor. Il y avait une four là-bas où on faisait ces briques. On les transportait après par bateau, on les amenait ici pour construire ces belles maisons. Ça, c'est un exemple. Si on avait des maisons comme ça, bien rénovées comme celle-là, oui, la ville retrouverait son lustre d'antan. Je vois un gardien du temple, un sentinelle du patrimoine, pour bien imprégner les populations sur cette belle patrimoine que nous risquons de perdre, qui est la ville de Saint-Louis, pour dire qu'il faut faire attention de ne pas détruire ce que nous a légué nos grands-parents. Saint-Louis-la-Belle a deux visages. Sur son île posée au milieu du fleuve Sénégal, la vieille ville coloniale rêve à sa splendeur passée. Et face à elle, coincée entre le fleuve et l'océan, se trouve l'un des lieux les plus densément peuplés du Sénégal, Guet D'Ar, le quartier des pêcheurs. Si t'as fini, descends. Poussez, poussez dans l'eau. Elle part vers la Mauritanie, cette pirogue-là. Elle part vers la Mauritanie pour chercher du poisson. Ici, il n'y a pas de poisson maintenant. Le poisson, c'est cher. Au chantier naval de Guet D'Ar, M. Diop s'affaire. Depuis qu'il a pris sa retraite, cet ancien pêcheur s'est reconverti dans la décoration de pirogues. Tu as bientôt fini? Presque. Diop, écris le nom de ma mère. Maïmouna Idara. Maïmouna Idara, d'accord. Chaque fois que j'ai donné le nom de ma mère à une pirogue, ça m'a porté chance. J'ai fait de bonnes pêches. Alors, depuis, je les appelle toutes Maïmouna Idara. Je rentre de Mauritanie, où les pêcheurs ont des couleurs bien spécifiques. Pour les pirogues, c'est toujours marron. Mais je suis rentré et demain, je pars à la pêche. Alors, je reprends les couleurs de chez nous.
Chaque pirogue que vous verrez avec un motif comme ça, vous pouvez dire que ça provient de Saint-Louis. Le bleu à l'avant de la pirogue, ce sont les arcades du pont Faidherbe, qui est notre emblème. La peinture grise veut dire le bonheur. C'est le pêcheur qui rentre chez lui et se repose. Il est content. Il a gagné de l'argent pour se nourrir, faire vivre sa famille. Ça représente le bonheur, l'argent. C'est bon, vous pouvez grimper. Quand j'ai fini de travailler, j'aime bien voir la réaction du propriétaire, savoir qu'il est content de mon œuvre. Ça me fait plaisir. Je sais que j'ai bien travaillé. Il y a beaucoup de motifs propres à Saint-Louis. Je continue à perpétuer cette tradition comme le faisaient nos ancêtres. Mais malheureusement, le travail a beaucoup diminué. Moi, je suis né ici. Et quand j'étais enfant, mon terrain de jeu, c'était le fleuve. Entre le fleuve et la mer, il y avait une grande distance. Il fallait marcher longtemps pour traverser Guet d'Ar. Mais aujourd'hui, la mer a fortement avancé et a tout ravagé. Et quand la mer détruit les maisons des pêcheurs, ils n'ont plus les moyens de me faire travailler. Monsieur Diop a toutes les raisons de s'inquiéter. Guet d'Ar et ses habitants sont gravement menacés par le réchauffement climatique et une inexorable montée du niveau de la mer. De saison en saison, de marée en marée, l'océan Atlantique dévore le littoral et terrorise les habitants de Guet d'Ar. Il y a 3 mois à peine, l'ogre a emporté des dizaines de maisons et laissé leurs habitants désemparés et sans abri. Chaque année, l'Atlantique se fait plus vorace. Et face à l'océan, les efforts des hommes pour sauver ce qui peut l'être sont insignifiants. La menace écologique qui pèse sur le Sénégal s'explique par sa géographie. Situé en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal couvre une surface d'environ 200 000 km², moins de la moitié de la superficie de la France. Bordé sur toute sa façade ouest par l'océan Atlantique, c'est avant tout un peuple de pêcheurs, et l'essentiel de la population sénégalaise se concentre sur le littoral. Dioula de Casamance au sud, Sérère dans le centre, Wolof au nord, tous sont soumis aux caprices d'une nature qui rend maintenant coup pour coup ce que les hommes lui ont fait subir. À bord du Maïmouna Idara, Pape Lamine et son fils partent comme chaque jour remonter leur filet. Allez, tire, tire! Plus vite, plus vite! Nous sommes en train de pêcher de la sole. La sole, c'est presque tout ce qu'il y a en ce moment. Mais la pêche n'est pas bonne. On aurait dû sortir plus de poissons que ça. Moi, je pêche depuis 1982. Et mon fils, il est pratiquement né sur la mer. Le travail est dur et il y a beaucoup d'accidents. Pas facile de travailler ici. La mer devient de plus en plus violente. Les changements climatiques ne suffisent pas à expliquer cette violence accrue de l'océan Atlantique. La Langue de Barbarie, ce long banc de sable sur lequel est établi Guet d'Ar, se prolongeait autrefois sur plusieurs dizaines de kilomètres au sud et constituait un rempart contre l'océan. Mais en 2003, pour protéger la ville de Saint-Louis d'une crue du fleuve Sénégal, les autorités ont creusé une brèche de 4 mètres dans le banc de sable, qui
et sans le vouloir, ouvert la boîte de Pandore. La brèche mesure aujourd'hui 7 km et s'accroît de jour en jour. Un désastre écologique qui condamne à long terme le village de Paplamine situé juste en face. Le même raz de marée qui a emporté une partie de Gueddar a aussi dévasté sa maison. Depuis, Pape et les 22 personnes qui dépendent de lui campent dans son jardin. C'était au moment du coucher du soleil. Une vague est venue et a détruit le mur, envahi la maison, détruit les chambres. On n'a rien pu faire et on a dû partir. On nous a prêté une maison. Tous les voisins sont venus nous aider à sortir les affaires de la maison. Cela a été un moment très difficile pour nous. Ce phénomène avait commencé l'année dernière. La mer a détruit une première fois, on a reconstruit, et c'est arrivé à nouveau cette année. Je suis très inquiet parce que, si ça se répète, on ne pourra pas continuer à réparer la maison éternellement. Tous les soirs, à partir de 19h, on déménage. On ne dort plus ici parce que nous avons trop peur de la mer. Comme tous les soirs, Pape Lamine et sa famille quittent leur maison pour passer la nuit chez des amis, loin du littoral. On est menacé des deux côtés, du côté du patrimoine et du côté de l'océan. C'est pour cela que j'ai réalisé cette pièce, ce sentinelle du fleuve, pour dire aux autres de veiller comme ce sentinelle sur les berges du fleuve Sénégal. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui réfléchit pour lui-même, pour sa ville, pour son pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'est ça pour moi. J'ai joué ma partition. Ouais. Avant de se jeter dans l'Atlantique à Saint-Louis, le fleuve Sénégal irrigue les plaines du nord du pays et trace la frontière avec le désert mauritanien. Ces eaux nourricières servent de sanctuaire pour les canards siffleurs, les flamants roses, et sont une oasis au milieu du désert sahélien. Saint-Louis et l'embouchure du fleuve marquent la limite septentrionale de la Grande Côte. Sur 150 km de littoral, se répètent les mêmes problématiques d'érosion côtière et de surpêche. À l'autre bout se trouve la ville de Dakar et la presqu'île du Cap-Vert, une agglomération de 3 millions d'habitants. Autant de bouches qu'il faut nourrir, grâce aux hommes et femmes de Kayar, le plus grand port de pêche artisanale du Sénégal.
8 heures du matin, les pirogues qui partent croisent celles qui reviennent de campagne en mer de plusieurs jours et de la pêche nocturne. Eliman est un enfant de Kayar, fils de pêcheur et pêcheur lui-même. Au retour de sa nuit en mer, il essaie de joindre les deux bouts en participant au déchargement du poisson, comme des centaines de jeunes Kayarais. Vite de ce côté, fais vite. J'aime cette mer où j'ai passé toute mon enfance. On jouait tout le temps sur la plage, c'était notre aire de jeu. Quand les pirogues revenaient, elles étaient pleines de poissons. Mais en 2006, le gouvernement sénégalais a pris des accords de pêche avec les Européens. Les gros chalutiers sont venus pêcher ici et ils ont tout raflé. Avant, on partait pêcher à 2 ou 3 kilomètres du bord. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin et il n'y a plus de poissons. Et puis la population ici a beaucoup augmenté. Avant, il y avait 200 à 300 pirogues. Maintenant, il y en a 6000 à Kayar. Tout est devenu plus cher, plus rare, plus difficile. Et les jeunes ont commencé à émigrer. Nous, on est allés du côté de Saint-Louis, où il y avait une pirogue en partance. On l'a pris, mais on a eu une avarie au large de la Mauritanie. On a débarqué là-bas et on est rentré à la maison. Puis j'ai fait une seconde tentative. Et là, on a réussi à aller jusqu'à Tenerife. Les Espagnols nous ont mis dans des centres, mais on a été rapatriés par le gouvernement du Sénégal. Moi, si je peux émigrer à nouveau, je vais le refaire. Parce que ça fait 28 ans que je pêche et je n'arrive pas à gagner ma vie décemment. Un océan qui ne nourrit plus, mais que l'on brave. Parce qu'il porte l'espoir d'une vie meilleure. Chaque année, les candidats à l'exil sont des centaines. Ils quittent Kayar au péril de leur vie pour voir ce qui se cache derrière l'horizon. Les périodes de célébration comme le Ramadan mettent une pression financière supplémentaire sur les Kayarais. Dans cette région à majorité wolof, les membres de la confrérie musulmane Baye Fall circulent dans les rues et demandent l'aumône en signe d'humilité et de solidarité avec les plus pauvres. Ce culte proche du soufisme prône le désintérêt pour toute possession matérielle. Une cérémonie Baye Fall est organisée chaque jeudi chez Eliman. Bonjour tout le monde, ça va? Abdoulaye. Galgou. Ça va mon frère? Ah, vous êtes déjà habillé? La mer aujourd'hui n'était pas terrible. Il n'y avait pas de poisson. Bon, je vais me préparer pour la cérémonie. Après sa deuxième tentative de migration, la femme d'Eliman est partie avec ses 2 enfants. Il trouve réconfort dans sa famille et la solidarité de sa confrérie Baye Fall. Mamcher, où est ton costume noir et blanc? Allez, porte ça. Mamcher a un chapelet. Allez, tape le tam-tam. Pas tous à la fois. Doucement, doucement. Le baïfalisme m'apporte un certain bien-être. Je suis heureux d'être baïfal. Être baïfal, c'est être capable de supporter beaucoup de choses. Il faut de la patience. Parce qu'être baïfal, c'est être tolérant.
On n'a pas grand-chose, mais on essaie de s'en contenter. C'est une autre dimension de la vie. Tenir et rester au Sénégal, ou partir pour tenter de forcer le destin. Eliman et son ami Galgou, amputés d'une jambe par un accident de pêche, sont tiraillés entre ces choix. Pour en parler, ils ont rendez-vous avec une femme exceptionnelle, Yayi Bayam Diouf. Elle, qui a été la première femme pêcheuse de son village, se bat contre cette migration clandestine qui lui a pris son unique enfant. Mon fils, avec 80 de ses amis, avait pris une pirogue pour aller en Europe, pour y retrouver leur dignité humaine. Et c'est là que son espoir est parti, ainsi que le mien, parce qu'il a disparu en mer. C'était difficile, c'était dur pour moi. La disparition de mon fils a été un déclic. Il nous faut des alternatives crédibles pour fixer les jeunes réellement au niveau du pays. C'est à partir de là que je me suis dit, il faut aussi créer des opportunités économiques pour ces jeunes. Sans ressources financières après la mort de son fils, Yayi Bayam Diouf a dû à plus de 50 ans apprendre à pêcher avant de créer une ferme marine. Aujourd'hui, elle emploie des jeunes qu'elle forme à la pêche durable. Bonjour tout le monde. Ça va, madame? Bien, merci. Vous appelez comment? Yahi Bayam Diouf, de Thiaroye-sur-Mer. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Vous êtes devant nous comme une grande sœur. Et c'est une bonne chose. On dit que celui qui t'a précédé dans les ténèbres peut te dire comment en sortir. J'ai fait une réunion de sensibilisation dans une école. J'ai demandé à un élève, tu connais la mer qu'on appelle Méditerranée? Il m'a dit, oui, c'est là que nos parents vont mourir. Imaginez qu'un enfant grandisse avec cette idée, que la Méditerranée n'est plus un pont entre l'Afrique et l'Europe, mais que cette mer est devenue un cimetière pour les gens. C'est dramatique, c'est dramatique. Il faut qu'on s'arrête maintenant, qu'on réfléchisse. Il faut croire en nous, croire en notre pays. Pourquoi mourir en partant chercher du travail ailleurs? Ces gens en Europe ne sont pas extraordinaires. Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mais ils sont mieux organisés. Regardez toutes les usines de transformation halieutique ici. Ce sont des usines étrangères. Nous, on va à la mer faire le travail le plus dur. On le ramène ici, on le bazarde. Eux font la transformation et ils exportent. J'ai un produit que je ramène. Ça suffit pas. Il faut y mettre de la valeur ajoutée pour pouvoir vendre plus cher. Parce que là où il y a de l'eau, du soleil et la force pour travailler, il peut y avoir du développement. Un dialogue s'est amorcé entre cette femme porteuse d'un message d'espoir et les pêcheurs, pour que survive dans un monde changeant le patrimoine d'une pêche artisanale à Kayar. Plutôt que de quitter leur pays, de nombreux pêcheurs ont choisi de migrer vers le sud et la petite côte, qui commence à Dakar et s'étend jusqu'au delta du fleuve Saloum. Au-delà, et jusqu'à la frontière gambienne, des bras de mer s'enfoncent en d'interminables méandres à l'intérieur des terres. La région du Siné-Saloum couvre 180 000 hectares de terre, d'eau, fragmentée en des milliers d'îles sablonneuses. Un dédale de mangroves et de bolons, ces petits bras de mer tortueux où vivent depuis des milliers d'années les Sérères Nyominka, également appelés les Sérères du Delta. Mariama a passé toute sa vie dans le Delta. Chaque jour, elle et son groupe d'amis attendent la marée basse pour aller récolter les huîtres dont elles tirent leurs revenus.
Pour récolter les huîtres, on fait doucement, doucement, puisqu'elles sont tellement tranchantes pour ne pas se faire couper les doigts. Au début, on prenait toute la branche qu'on coupait, et quand tu coupes la branche, bon, il n'y aura plus d'huîtres qui vont se reproduire. Et maintenant, on prend un couteau, puis on les enlève tout doucement. Il faut que nos enfants, nos petits-enfants, comme nos mamans ont fait, et que nous sommes en train de le faire, qu'ils continuent de trouver leur économie ici. Mais si on dévaste tout, qu'est-ce qu'ils vont trouver là? Donc on est obligé de préserver ça. Après avoir été bouillies, extraites et séchées, les huîtres seront consommées sur place ou vendues au marché par les amis de Mariama. Depuis des millénaires, le coquillage est au cœur de la culture sérère. Leur consommation par des dizaines de générations consécutives et les tas de coquilles que ces habitudes alimentaires ont produites en sont arrivés à transformer le paysage du delta du Saloum. Cette île artificielle qui émerge dans la mangrove est en fait un gigantesque tas de coquilles, large de 12 hectares, sur lequel les baobabs ont proliféré. Les amas coquillés comme celui-ci servaient jusqu'au siècle dernier de sépulture chez les Sérères. Mariama vient régulièrement s'y recueillir. Cette île est là depuis des milliers d'années. C'est un lieu très important dans la culture sérère. Ce qui explique la présence de ces coquillages et de ces coques, c'est que la population du delta vivait de pêche, les moules, les coquillages, les huîtres, mais aussi de quête, puisqu'on a là les baobabs, des arbres fruitiers qui servaient aussi de tumulus, de tombeau pour les ancêtres. On y mettait tout ce qu'ils possédaient, on les enterrait avec tous leurs biens. Par exemple, on retrouve des bracelets, les poteries et même des ossements, on en retrouve quelquefois. C'est là qu'on vient prier les ancêtres, c'est un lieu de culte, c'est un lieu de prière, c'est quelque chose de sacré pour nous. Mariama, ses prières terminées, se hâte de rentrer chez elle dans le village de Bambougar. Mariama a invité chez elle son neveu Aliou, ainsi que le staff de ce dernier, son coach et son partenaire d'entraînement. Aliou, qui est agriculteur le reste de l'année, exerce pendant la saison sèche le métier de lutteur. Lui et son équipe sillonnent la région de combat en combat et se font héberger là où ils le peuvent. Vous pouvez laisser vos bagages ici. Tiens, tiens-moi ça comme ça. Aliou, qui vient de remporter ses 2 tournois précédents, a un combat demain dans les environs de Bambougar. Allez, c'est prêt.
Je vais mettre ça là. Mariama est une femme mariée, mais elle a choisi de vivre seule avec ses enfants et ses petits-enfants. Une situation inhabituelle dans la culture sérère où les hommes fréquemment polygames sont traditionnellement chefs de famille. Baisse les yeux devant les adultes, hein, et ne fais pas le goinfre. Mange proprement. Mon mari et ses 2 femmes vivent dans leur grande maison. Moi, je vis dans ma maison. Je suis une femme spéciale puisque bon, je suis soumise, mais pas trop. Hein. Comment tu te sens pour le combat de demain? En pleine forme. Ah, si Dieu le veut. J'ai fait tout ce que je devais faire. Tu comptes t'entraîner le jour du match? Oui, demain, je vais m'entraîner avant le match. Il faut travailler la musculation. Sinon, je risque de faire des faux pas. Des petites erreurs qui peuvent arriver si tu n'es pas chaud. Allez, on y va. Allez, allez. Restez bien sur la ligne. Bon, on finit les étirements, le travail d'endurance, et puis on passe au contact. Allez, on accélère la cadence. Tu l'as. Voilà. La région du Siné Saloum est le berceau de la lutte sénégalaise. Les lutteurs cherchent à terrasser leur adversaire, c'est-à-dire le faire tomber à 4 pattes ou forcer sa tête, son dos ou ses fesses à toucher le sol. El Hadji, tu dois attaquer. Et Aliou, à toi de faire le dur. Dans la lutte traditionnelle, les coups sont interdits. La puissance, le poids et l'endurance seuls finissent par départager les combattants. J'ai choisi ce sport parce que je suis sérère. La lutte, c'est vraiment notre tradition. C'est pour ça que je m'y suis mis et j'ai réussi. C'est important pour moi parce que je suis père de famille. Tu gagnes des sacs de riz, de l'argent. Je ramène tout ça à la maison pour aider ma famille. Moi, je veux être un grand champion. Et je pense que j'ai la taille et la force pour ça, pour devenir un roi des arènes. Passer à la lutte professionnelle avec frappe, c'est ça mon rêve. Les champions de la lutte avec frappe, qui viennent souvent comme Aliou des arènes de lutte traditionnelles, ont un statut au Sénégal qui n'a rien à envier à nos stars du ballon rond. Leur préparation est autant physique que mystique, avec avant le match, une visite indispensable au marabout du village. Bonjour. 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 Maître Las, nous sommes venus solliciter vos prières pour le combat qui vient. Le combat aura lieu où? Il aura lieu au village de Leiran. Quand ça? Aujourd'hui même. Vous m'aviez déjà porté bonheur lors de mon dernier combat. Et j'avais gagné sur mon adversaire au village de Ngor. Je vous en remercie. Nous avons vraiment confiance en vous. C'est moi qui vous remercie pour votre contribution financière à la construction de notre mosquée. On est là pour vous aider. Un marabout, c'est quelqu'un qui aide les gens à l'aide des sourates du Coran.
Aliou ne peut pas aller se battre comme ça. Il doit être protégé du mauvais sort. Je vais faire des prières, lui donner de l'eau purifiée avec le Coran, et ça va l'aider. Je vais aussi lui donner des gris-gris qui vont augmenter sa force. Le marabout a inscrit des sourates et le nom des anges de l'islam, puis replié le papier pour confectionner un gris-gris, un talisman. Il donne également à Aliou des bouteilles d'eau purifiées par le Coran et mélangées de racines, avec lesquelles il prendra plus tard ce qu'on appelle un bain mystique. Au Sénégal, les marabouts sont à la fois guides spirituels et médecins traditionnels. Ce soir, les hommes sont venus montrer leur vaillance, encouragés par les élégantes des alentours et la litanie de la griotte qui chante leurs louanges. Les combats ont commencé vers minuit. Ils se poursuivront jusqu'à la finale, vers 3 heures du matin. Aliou, parce qu'il a gagné ses 2 précédents trophées, est déjà qualifié pour les quarts de finale de sa catégorie, les poids lourds. Le vainqueur du tournoi ce soir gagnera 2 vaches, le meilleur des comptes épargne pour un agriculteur. Le combat peut durer 2 fois 10 minutes et comporter des prolongations, à l'issue desquelles les adversaires seront départagés au point par l'arbitre. L'adversaire d'Aliou vient de l'aveugler, une faute qui va lui coûter la victoire à la fin du temps réglementaire. Aliou a gagné au point. Le voici qualifié pour la demi-finale, face à un adversaire bien plus lourd que lui. Une montagne de muscles en pleine préparation mystique. J'ai poussé de toutes mes forces, mais il m'a pris à contre-pied. Il m'a fait basculer grâce à son poids et je suis tombé. C'est sûr que ça fait un peu de mal de perdre, mais c'est la loi du sport. Il faut un gagnant et un perdant. Je vais continuer à m'entraîner. Et je vais continuer la lutte.
La saison des pluies est proche. Bientôt, Aliou retournera à ses champs. Un autre combat commencera pour arracher à la nature de quoi nourrir sa famille. Le lot commun de tant de Sénégalais, qu'ils soient paysans, pêcheurs ou mineurs dans les puits de sel de Palmarin, au nord du Saloum. Leurs couleurs changeantes sont le fait de cyanobactéries, des organismes microscopiques qui fabriquent un pigment pour survivre à la présence de sel. La plus grande de ces mines de sel sénégalaises se trouve au nord de Dakar, le lac Redba, mieux connu sous le nom de lac Rose. Ousmane exerce depuis 20 ans la pénible profession de racleur de sel. Chaque jour, il va sur le lac charger sa barque, pendant que sa femme, assistée d'une amie, décharge celle qu'il a remplie la veille. Je suis en train d'amasser le sel sous mes pieds. Mais je fais plusieurs mouvements pour le séparer de la vase. Plus je fais de mouvements, et plus le sel est blanc. Je suis la seule personne locale à continuer à travailler dans le lac. Il y a beaucoup d'immigrés qui viennent du Mali ou de la Guinée pour travailler ici. Mais aucun Sénégalais ne veut mettre les pieds dans le lac pour en extraire le sel. Les cristaux coupent la peau, ça brûle et ça laisse des cicatrices. Tu ne peux pas travailler ici sans en garder des séquelles. La journée s'écoule, interminable, sous la morsure du soleil. Ousmane ne s'arrêtera pas avant d'avoir rempli la barque jusqu'à la limite de la ligne de flottaison. Ce sel que je viens de débarquer, il va nous permettre de survivre pendant 2 jours. Je dis survivre parce que si j'achète vraiment de quoi vivre avec ça, ça tiendra qu'une journée. Avant, j'étais agriculteur. Longtemps, j'ai cultivé le mil et le riz. Mais il y a eu la sécheresse. L'agriculture ne rapportait plus et j'ai été obligé de chercher autre chose. Alors, je suis devenu tisserand. Mais à cause de la concurrence, le prix des pagnes s'est effondré. Alors, j'ai eu l'idée de venir au lac Rose pour racler le sel. Ce lac m'a porté chance et je l'aime bien. Parce que je suis venu, je n'avais rien. J'ai pu travailler et en plus, ici, j'ai trouvé ma femme et fondé un foyer. J'ai fait beaucoup de choses autrefois qui n'ont pas forcément bien marché. Mais cet endroit, ici, il me permet de gagner ma vie. Ousmane rentre chez lui, retrouver sa femme et son foyer. Dès demain,
il reprendra inlassablement ce que les autres nomment un travail de forçat, et lui, simplement son gagne-pain. Une leçon de résilience et de courage donnée chaque jour par le dernier racleur de sel sénégalais du lac Rose. Dans un monde en plein bouleversement, Ousmane et toutes les sentinelles de l'eau résistent et se battent pour faire survivre leur patrimoine.